Podcast Flokéo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour Anthony et merci de participer à ce 27e épisode du Verre à moitié plein, le podcast Optimisme par Flokéo. À l'issue de cette semaine dédiée aux aventures nature liées au dépassement de soi, on vous transporte dans un voyage immersif aux côtés d'Anthony, créateur de The French Adventurer. Aventurier engagé, voilà près de 10 ans qu'il parcourt la planète de manière non motorisée. Son objectif ? Repousser ses limites pour découvrir les merveilles de la nature tout en étant en symbiose avec celle-ci. Mais son objectif, c'est aussi de témoigner des dégradations de l'environnement qu'il constate sur son chemin. C'est un parcours atypique et passionnant qui vous attend dans les prochaines minutes. Bonjour Anthony et merci de participer à cet épisode du Verre à moitié plein. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours s'il te plaît ? Eh bien, salut les aventuriers, bonjour à tous et merci à vous de me recevoir. Pour la faire courte, j'ai grandi dans les quartiers qu'on dit difficiles de la banlieue grenobloise sans jamais sortir de ma cité, les 18 premières années de ma vie. Du coup, moi j'étais passionné d'aventure, j'ai été diagnostiqué hyperactif très jeune et donc tout le temps à droite, à gauche, à courir, à escalader, à grimper. Et du coup, je vivais plein d'aventures de deux manières. La première, c'était à travers les documentaires animaliers et les documentaires de Cousteau, les documentaires de Nicolas Hulot, Ushuaïa Nature, toutes ces choses-là qui me passionnaient. Et donc du coup, quand ma mère allait au marché, vendre au marché, moi je passais mes journées, mes soirées devant la télé à regarder ça. Et c'était le seul moment où j'étais calme. Et du coup, je reproduisais dans mon quartier ou dans le parc à côté ces aventures, donc en miniature. Je grimpais dans les arbres, j'escaladais les tours, j'allais me perdre dans les égouts. Enfin bon bref, des trucs qui rendaient un peu fou ma mère. Et puis voilà, un jour vers l'adolescence, j'ai réalisé, quelques mois avant le bac, que c'était pas en faisant des conneries, en faisant des choses illégales que j'allais pouvoir sortir de ma condition et vivre mes grands rêves d'aventure en dehors de mon quartier. Et donc du coup, je me suis dit que comme le métier de Nicolas Hulot n'existait pas, je l'avais pas trouvé dans le répertoire des métiers, eh bien j'allais essayer de faire comme mon autre idole, Nelson Mandela, même si lui a fait plutôt des études de droit, mais je me suis dit que j'allais m'orienter sur des études de relations internationales. Et donc 3 mois avant le bac, je me suis mis à bosser pour la première fois de ma vie et j'ai obtenu le bac avec mention, et cela m'a permis d'avoir par la suite une bourse d'études pour aller faire mes études à l'étranger. Mes études ont été faites au Canada, ensuite aux États-Unis, à Paris en sciences politiques, et enfin pour la première fois je quittais mon quartier et je me rendais compte de l'aventure ailleurs, et c'était exceptionnel. Mes études m'ont amené vers des métiers liés aux relations internationales, que ce soit au ministère des Affaires étrangères, à l'Assemblée nationale ou dans d'autres entités privées ou de la défense. Et c'était super. J'étais spécialisé sur tout ce qui était conflit ethnique, génocide, tous les trucs moyennement cool quand même, mais qui moi me passionnaient, les conflits notamment, principalement même en Afrique et au Moyen-Orient. Donc voilà comment on part de Nicolas Hulot pour arriver jusque, entre parenthèses, les plus hautes institutions de l'État. Et tout d'un coup, un jour, ras-le-bol, burn-out. Pour la faire très rapidement, j'avais des contradictions avec les choses pour lesquelles moi je voulais bosser. Entre parenthèses, sauver le monde, aider les gens, aider les peuples, aider les animaux. Voilà, l'utopie de mon cerveau. Et en fait, je me suis rendu compte que je servais plutôt les intérêts, les lobbies de la France et des boîtes privées avec lesquelles je bossais. Et donc, du coup, gros ras-le-bol, et je décide, après une grave blessure quand même à l'étranger, je décide de tout quitter pour partir faire, sur un coup de tête, un tour du monde. Donc j'achète une machette, un sac à dos et un hamac, et je pars faire le tour du monde sans projet, sans budget, sans plan, sans rien du tout. De nombreuses personnes souhaiteraient vivre des aventures comme tu le vis, mais à première vue, il peut être difficile de se projeter dans ce mode de vie quand justement le rythme effréné de la vie devient un quotidien. Et comme tu le dis si bien dans ton blog, l'argent représente aussi souvent un frein, qui est parfois un prétexte au final pour repousser ce voyage à plus tard. Alors, quel est ton secret pour réussir à mener ce style de vie basé sur le dépassement perpétuel de soi, et qu'est-ce que ça te procure ? Alors oui, beaucoup de questions, mais des points très intéressants. Le premier, effectivement,
pour partir voyager, comme je le fais de manière non motorisée, et partir de l'autre côté du monde, ou dans des endroits reculés, ou à la rencontre de peuples un petit peu reculés. Eh bien, la question de l'argent vient souvent en première ligne. Et je donne mon exemple. En fait, moi, quand je suis parti faire mon tour du monde, comme je l'ai dit, j'ai acheté un sac à dos, une machette et un hamac. Je suis parti de Cape Town en Afrique du Sud, et je n'avais aucun budget, aucun plan d'autre que marcher, ne pas utiliser de moyens motorisés et parler à tous les gens que je rencontre dans la mesure du possible. Dans le désert du Namib, c'est plus facile qu'en Inde, bien sûr, pour savoir un peu quelle est leur vie, quel est leur parcours, quel est leur métier, qu'est-ce qu'ils font. Et en fait, c'est comme ça, en marchant, en allant au gré des rencontres, que j'ai pu faire mon tour du monde. Alors, je cueillais souvent ce que je trouvais dans la nature. J'achetais sur les marchés. Alors, quand on vit en dehors de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, c'est forcément moins cher. On peut manger quelques euros par jour en mangeant local. Et puis je mettais mon hamac un petit peu partout, là où je pouvais. Et après, souvent, il y avait aussi des gens que je rencontrais, avec qui je sympathisais, qui m'invitaient chez eux quelques jours. Alors des fois, je restais une nuit. Et puis des fois, je voulais les aider, je bossais avec eux. Donc je me suis retrouvé à bosser dans des fermes d'autruches, dans des habilleurs du carnaval à Rio, enfin plein d'anecdotes comme ça. Voilà, donc la question de l'argent aujourd'hui, alors peut-être il y a 20 ans où c'était plus compliqué, mais aujourd'hui, alors je vous engage pas à prendre l'avion, puisque moi je le fais de manière non motorisée dès que je peux. Les trains c'est un petit peu plus cher, mais il y a des bus qui peuvent vous amener aussi très 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 loin. Vous pouvez aller jusqu'en Corée du Sud depuis Paris en bus. Et puis surtout, maintenant vous avez plein d'auberges de jeunesse, vous avez des campings, vous avez des vannes, vous avez même des gens qui vous accueillent chez eux gratuitement grâce à Couchsurfing. Donc la question de l'argent, comme tu l'as dit, c'est souvent une excuse pour pallier une peur en fait de le faire. Il faut pas être millionnaire pour aller faire un tour du monde. Sauf si tu espères dormir dans des 5 étoiles et vivre la grande vie, mais c'est pas le but de ce que moi je faisais, et je pense que c'est pas non plus ce que recherche la majorité des gens. Donc voilà, aujourd'hui, il faut juste avoir de la volonté, cacher ses peurs, parce que souvent sa plus grande peur, son plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Alors j'en suis conscient, être un homme et traverser l'Afrique à pied comme je l'ai fait, ou traverser certaines zones d'Amérique du Sud comme je l'ai fait, c'est beaucoup plus facile que quand on est une femme seule. Effectivement, et c'est vraiment dommage. Mais il y a quand même beaucoup de voyageuses que je rencontre qui voyagent soit à deux ou même toutes seules. Il suffit juste de faire attention, de comment on se déplace et de toujours être un peu informé des endroits un petit peu plus compliqués. Donc voilà, c'est possible. Il faut juste vraiment savoir ce qu'on veut, ce qu'on va rechercher à travers ce voyage et comment on est prêt à voyager. En termes de préparation, comment est-ce que tu prépares ton voyage ? Et comment, selon toi, bien choisir son matériel respectueux de la nature et de l'environnement ? Je ne prépare pas du tout mes voyages. Alors, mes expéditions, oui. Il y a beaucoup d'entraînement physique, beaucoup de préparation psychologique avant des grosses expéditions. Par contre, tout ce qui est voyage, je ne les prépare pas du tout. Je pars complètement à l'arrache. Quand j'arrive dans une ville, je dis quels sont les endroits où il ne faut pas aller, c'est là, et bien j'y vais. Parce que c'est souvent les endroits où on te dit de ne pas aller que tu vas rencontrer les gens les plus merveilleux. C'est souvent là que j'ai fait, en tout cas moi à titre personnel, mes plus belles rencontres. Et j'adore me perdre. C'est-à-dire je pars dans un pays sans trop de projets, sans trop de plans. Et je me perds déjà dans les villes, à pied. Se perdre dans les villes, c'est génial. C'est absolument génial. Et puis aller, comme je le disais, au gré des rencontres. Tu vas rencontrer quelqu'un, j'en sais rien, qui est, menuisier, qui va t'amener voir comment dans son atelier, comment il bosse, ce qu'il fait dans sa vie. Et puis il va te dire, tiens, mon cousin, lui, il est rockstar, c'est la rockstar du pays, tiens, va le voir, il fait un concert demain, tu vas aller voir le cousin, et puis le cousin, il va connaître. Voilà, c'est vraiment ce genre de choses que j'aime faire, moi, voyager déjà de manière non motorisée, et voyager sans plan. Alors, comment voyager de manière non motorisée ? En Europe, comme je disais, ou même jusqu'à la Corée du Sud, on peut se déplacer en train, on peut se déplacer en bus. C'est hyper frustrant parce que ça prend beaucoup plus de temps, mais ça c'est pas la problématique principale, parce que pour moi le voyage c'est pas forcément l'arrivée, c'est aussi le voyage en lui-même, c'est même surtout le voyage en lui-même. Ce qui est très frustrant, c'est le prix des billets de train, les prix des billets de bus qui reviennent souvent 7-8 fois plus cher qu'un billet d'avion qui t'aurait mis 1 heure pour faire la même distance, et toi tu vas mettre 6-7 jours. Mais comme je le dis, c'est vraiment le voyage qui est important, et les rencontres que tu vas faire durant ce voyage. Donc voilà, pour voyager, moi, dès que je suis en Europe, je me déplace qu'en train. Bien évidemment, quand je dois aller maintenant de l'autre côté de l'océan et que j'ai des contraintes de temps pour des sponsoring, pour des tournages, effectivement, maintenant, j'ai plus la liberté que j'avais ni le temps que j'avais il y a quelques années. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris l'avion, mais ça m'arrive. Et pour du matériel, aujourd'hui, on peut vraiment tout trouver d'occasion sur plein de sites que vous connaissez, Le Bon Coin,
les Vinted, les choses comme ça. Donc ça, c'est pas un problème. Et puis il y a même des sites, alors bon, je veux pas faire de pub, mais il y a un site que moi j'utilise qui est cool, qui s'appelle Hardloop. Et dedans, il y a une catégorie Hard Green où, par exemple, on vend que des produits qui sont éthiquement et écologiquement viables. Donc voilà. Alors je suis sûr qu'il y a d'autres sites qui font ça, mais il existe aujourd'hui plein de solutions pour diminuer son empreinte, et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de le faire qu'il y a quelques années. Les voyages que tu mènes, ils sont assez intenses et ils nécessitent de supporter la solitude, de s'adapter régulièrement, d'économiser son corps tout en gérant ses efforts. Comment fais-tu face à cela ? Eh bien écoute, ça va te paraître bizarre, mais bon, tu vois, je suis quand même une personne sociable, une personne sympa, mais ça me pose pas de problème d'être seul, et j'aime me retrouver seul. J'aime me retrouver seul sans distraction. Quand tu es seul dans le désert, il n'y a rien, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas internet, il n'y a pas tous ces trucs qui vont à 10 000 à l'heure toute la journée et qui toute la journée nous bouffent le cerveau. Et moi j'aime ces moments de pause. Et la seule distraction, quand tu es perdu en Alaska, quand tu es perdu en Amazonie ou dans le désert, eh bien c'est souvent la nature, donc les bruits de la nature, qui sont pour moi berçants, qui sont pour moi merveilleux, ou ce que j'aime le plus au monde, je crois que c'est ce que j'aime le plus au monde, m'asseoir et observer les animaux. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, et ça compense, enfin ça compense pas, parce que pour moi c'est pas du tout une souffrance, au contraire, le fait d'être seul, quoi. Moi j'adore, c'est absolument génial. Pour revenir sur ce que tu disais sur l'entraînement, bien évidemment, moi ça fait des années que je fais ça, ça fait plus de 10 ans d'ailleurs, donc aujourd'hui j'ai pas le même entraînement que je pouvais avoir il y a 10 ans, quand je suis parti faire ma première expédition, ma traversée de l'Afrique à pied. Je suis parti en Converse du Cap, Converse blanche. Voilà, Converse taille basse en plus. J'avais des boîtes de conserve dans le sac à dos. J'avais une tente dans le désert. Bon, à 4h40, il faisait 70 degrés dans ma tente, c'était débile. Et en fait, j'ai appris de toutes mes erreurs. D'ailleurs, j'ai eu de la chance d'être arrivé en vie jusqu'à là-haut. Aujourd'hui, ouais, c'est beaucoup. Je connais mon corps. Je fais beaucoup d'entraînement physique, sportif. Pas d'une discipline en particulier, mais j'essaie de faire un peu toutes les disciplines que je peux, sans être un champion dans une discipline, mais j'essaie de vraiment multiplier les disciplines. J'ai 37 ans et je prends assez soin de mon corps. C'est-à-dire, je ne fume pas, je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé, je prends pas de drogue, bien évidemment. J'essaie de bien manger. Je suis un mec chiant, en fait. Je suis un mec chiant, mais en tout cas, ça fait qu'aujourd'hui, je peux continuer encore, malgré les grosses douleurs sur toutes les blessures que j'ai pu avoir, je peux continuer à mener cette vie de dépassement physique et psychologique. Durant de nombreux voyages, tu as pu observer l'évolution de la biodiversité, mais aussi des populations et de leur culture. Quel constat est-ce que tu as pu faire sur ta route ? Eh bien, malheureusement, le constat n'est pas dingue. À mon échelle, dans 15 ans de voyage, je vois les dégradations environnementales accélérer à un niveau incroyable. Les endroits où je suis allé il y a quelques années, j'y retourne 2-3 ans après, et ça a changé. Ça a dramatiquement changé. Des villages que je connaissais bien, même certains où j'ai habité en Afrique, sont recouverts par la désertification, n'existent plus. Des endroits qui étaient peuplés d'animaux ne sont plus là. Donc des endroits où j'ai plongé avec des centaines de grands requins blancs, où maintenant on n'en croise plus que 5-6. Des endroits où j'observais pendant des heures, voire des jours, des colonies d'otaries. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Des insectes, de toute façon, pas besoin d'aller de l'autre côté de la Terre. Les insectes, chez nous, les insectes qu'on voyait s'écraser sur notre pare-brise quand j'étais gamin, il y a une 30aine d'années, il y en a beaucoup moins. Voilà. Et puis il y a les peuples aussi. Il y a les peuples, certains avec qui j'ai pu vivre, qui étaient assez reculés, qui étaient assez préservés, qui aujourd'hui portent un maillot de Messi au PSG, sont malheureusement ont découvert l'alcool, ont découvert des stupéfiants, des choses comme ça. Et en fait, moi, ce qui me surprend, c'est la vitesse à laquelle ça va. Quand je retourne dans ces endroits-là et je vois qu'en 3-4 ans, ça a pu changer à cette vitesse-là, c'est assez effrayant. Voilà. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est quelque chose vraiment qui me fait déprimer et j'y ai pas spécialement de solution. Voilà, je me suis battu depuis très très longtemps, je suis très engagé. Ma première garde à vue, j'avais 14 ans, c'était en 1999 pour le naufrage de l'Erika. On avait bloqué, j'avais organisé un blocage d'une station à Grenoble, une station essence. C'était une catastrophe d'ailleurs. Mais ouais, je suis un peu désabusé de voir à quel point la dégradation va vite, de plus en plus vite. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être un explorateur engagé et comment, selon toi, on peut concrètement limiter ou préserver les écosystèmes au travers du voyage ?
Eh bien écoute, ça revient un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure, c'est dans la mesure du possible ne jamais utiliser de moyens motorisés. Moi c'est ce que je fais pour mes déplacements, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Les voyages engagés, c'est bien ne pas aller faire du quad dans le désert, c'est ne pas aller monter sur le dos d'éléphants ou aller voir des spectacles de tigres ou de lions ou de tout animaux qui sont en captivité d'ailleurs. C'est essayer en fait de se projeter comme si c'était chez nous et arriver dans un endroit et le laisser repartir de cet endroit de la même manière qu'on aurait aimé le trouver si ça avait été chez nous. Voilà. Souvent on se dit bon je m'en fous, je vais en Indonésie, l'autre côté de la terre, putain vas-y je balance des bouteilles, je m'en fous, c'est pas là, je me barre. C'est plus chez moi quoi. Et en fait c'est ça qu'il faut essayer de changer. Et alors bien évidemment il y a pas que ça, là on parle du voyage, mais il y a d'autres grands bouleversements politiques à faire. Mais à un point de vue personnel et à notre échelle, c'est essayer de se comporter comme si c'était notre salon. Est-ce que tu aurais une anecdote significative à nous raconter ? Bien écoute, pour rester un peu sur cette thématique, parce que des anecdotes, comme tu te doutes, il y en a des centaines, voire des milliers, mais j'aime parler de celle-là qui a vraiment été l'un des déclics pour moi. J'étais vraiment perdu dans une île pas très loin de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et je me lève un matin parce que je me dis là, le lever de soleil, il va être incroyable, et moi j'adore les levées de soleil. Donc je me lève à 4h30, je suis dans ce petit village perdu que j'ai perdu sur une île perdue. Et je vais sur l'espèce de jetée principale où je me dis là le coucher de soleil je vais pouvoir vraiment le voir, le photographier et le vivre et ça va être incroyable. Et en fait quand j'arrive là-bas je me pose et quelques minutes après j'ai toutes les femmes du village, on parle de je sais pas, peut-être 60, 80 personnes, qui arrivent toutes avec des sacs poubelles remplis de chez remplis, et qui les ouvrent et qui vident dans l'océan tout ce qu'elles ont dans leur sac poubelle. Donc des bouteilles, des canettes, tout ce que tu peux imaginer en fait. Et moi je fais waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc je cours là-bas et puis j'essaie de trouver quelqu'un qui baragouine un peu l'anglais et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous faites ça en fait? Et elle me dit non mais c'est pour l'océan, c'est pour les poissons. Comme il reste à manger sur les assiettes, comme il reste à manger au fond du paquet de chips, c'est cool pour eux et puis en plus les verres qu'on jette ou les déchets, les gobelets, les choses comme ça va leur faire des petites maisons, des abris, des trucs comme ça, c'est cool. Et en fait pour moi c'était un déclic parce qu'en fait ce qu'elle me disait, si tu n'as pas les connaissances que nous on peut avoir qu'on nous a appris depuis qu'on est gamin et qu'on nous rabâche aux infos un peu partout sur la pollution, le microplastique, enfin toutes ces choses-là. Ce qu'elles disent, ça a du sens. Tu dis je vais acheter un bol au fond de l'océan, le poisson pourrait se cacher dessous, jette des paquets de chips, à l'intérieur il y a de la bouffe et c'est cool, ça va les nourrir. Et en fait, pour moi ça a vraiment été un déclic, un choc en me disant en fait déjà on doit éviter de juger les gens déjà en général dans la vie au quotidien, mais le premier combat, c'est l'éducation en fait. C'est-à-dire que si toi on t'a pas dit que si tu jetais un verre en plastique, que ça allait pas lui servir de maison au poisson et que ça allait faire du microplastique et que ça allait se retrouver dans son corps et que l'océan était composé de microplastique et que c'était la merde, tu le sais pas en fait. Et vraiment, depuis ce jour-là, moi je bosse avec beaucoup d'assos, mais j'essaie vraiment maintenant de bosser encore plus avec des associations sur l'éducation en fait. Et Mandela le disait il y a une trentaine d'années, l'éducation c'est la base en fait de ce qui devrait être notre combat quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué, qui avait un peu changé mon paradigme du monde. Quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui souhaitent partir à l'aventure? Ça c'est la chose qu'on me demande tout le temps. À la fin des conférences, on vient me voir sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on me pose tout le temps cette question. Mais allez-y, osez. Je veux dire, moi je suis pas une personne exceptionnelle, ce que j'ai fait, tous le faire. Il suffit juste de définir ses priorités. Les gens qui vont me dire, oui mais tu vois, le voyage ça coûte cher, j'aimerais trop voyager, t'as trop de la chance Anthony. Mais vas-y, t'es en train de me parler, t'as le dernier iPhone 13 qui coûte 1200 balles. C'est une question de priorité en fait. Avec 1200 balles, moi je peux vivre 4 ou 5 mois dans un pays à l'étranger. Donc arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'écouter les autres qui projettent souvent leurs peurs sur vous et allez-y, faites-le. Vraiment, aujourd'hui, on a la chance. Nous, on a la chance déjà en tant que Français, en tant qu'Européens, d'avoir un passeport, on peut aller partout. Quand j'étais à Cuba, mais les mecs crevaient d'envie de faire ce que je fais, ou quand j'étais pareil dans d'autres pays où c'est beaucoup plus compliqué, au Sud-Soudan, en Somalie, en Libye, en Syrie, dans ces pays-là où c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un visa, eux, ils rêveraient de pouvoir faire ce qu'on fait. Donc, allez-y. Faites-le de manière durable, faites-le de manière responsable, mais allez-y, arrêtez de réfléchir, la vie passe super vite, vraiment. Une question difficile mais tellement inspirante, quel est ton meilleur souvenir de voyage?
Ça c'est vraiment difficile. Cette question on me la pose tout le temps, mais c'est vraiment vraiment difficile. Je vais quand même m'orienter sur ça. J'ai eu la chance, le privilège incroyable d'avoir été invité à vivre avec des peuples un petit peu reculés, même très reculés. Que ce soit les Inuits, que ce soit les Wayanas, que ce soit les Bushmen, les Sans en Afrique australe ou les Imba. J'ai vécu longtemps avec une tribu Imba entre la frontière angolaise et namibienne, et c'était le plus beau moment de ma vie. Je suis resté assez longtemps avec eux, complètement isolé, des gens qui n'avaient jamais vu entre parenthèses la modernité et qui étaient vraiment préservés en fait, qui étaient vraiment une vraie humanité incroyable, le vrai sens de l'humanité en fait. Moi j'étais invité par un vieux monsieur avec qui j'avais sympathisé en Namibie. J'ai mis du temps à réfléchir, à savoir si j'y allais ou pas. Il voulait absolument m'inviter dans son village, donc j'y suis allé et je suis resté avec eux quoi. Et en fait là-bas ce que j'ai découvert c'était absolument incroyable. Et j'ai pas des centaines de moments comme ça qui me reviennent, mais vraiment un moment qui m'avait ému aux larmes, c'est un jour, je dormais et il y a, je sais pas, peut-être une vingtaine, trentaine de villageois qui viennent me réveiller et qui me prennent par le bras et qui m'amènent. Et vraiment, à fond la caisse, quoi. Et je me dis, ah putain, il doit y avoir une naissance, ou peut-être qu'il y a eu une attaque pendant la nuit sur le gibier de guépard, ou quelqu'un qui s'est fait mort par un serpent, j'en sais rien. Donc, je panique, je cours avec eux. Et en fait, ils s'arrêtent tout d'un coup, et ils me montrent le ciel. Et qu'est-ce qu'ils montrent dans le ciel? Et ben, ils me montrent le trait blanc que font les avions. Et alors bien évidemment on parlait pas du tout la même langue, parce que c'est une langue des clics, c'est quelque chose comme ça, hein, c'est même pas une langue comme on peut l'imaginer. Et moi je me retrouve là, face à ça, allez, Martin, Anthony, explique-leur ce que c'est l'avion qui est là-haut, explique-leur déjà que c'est un avion. Et en fait ce moment où je me suis senti vraiment, je sais pas, c'était... j'ai pas les mots en fait pour expliquer, j'y pense très très souvent à ce moment, très 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 souvent, et pour moi c'est l'un des moments les plus intenses que j'ai pu vivre dans l'échange quoi. Ça a duré longtemps, hein. J'ai pendant longtemps essayé de leur expliquer, c'était assez magique. On arrive au terme de ce podcast, est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose d'autre? Alors c'est difficile parce que j'ai pas 80 ans, je suis pas un sage et voilà, mais moi de mes expériences que j'ai pu voir, c'est que peu importe l'origine ethnique, la religion, la richesse, la pauvreté, la couleur de peau, tout ça, bon, peu importe. Toutes les personnes âgées que j'ai rencontrées durant mes voyages m'ont toujours dit la même chose. Anthony, la vie passe super vite. J'ai l'impression que c'était hier, quand j'avais 20 ans, 30 ans. J'ai tellement de regrets, de choses que j'ai procrastinées, de choses que je me suis dit, bon, ça je le ferai plus tard, ou c'est peut-être pas pour moi maintenant. Et du coup, c'est la phrase con, hein, mais j'essaie vraiment de vivre tous les jours comme si c'était le dernier quoi. Et alors bien sûr il y a des journées où je reste posé dans mon canapé toute la journée sur Netflix, hein, même si c'est assez rare, mais j'essaye vraiment de donner du sens et de faire en sorte que plus tard j'ai pas de regrets. Tous les rêves que j'avais depuis que j'étais gamin en me disant je ferai ça un jour, et que j'arrêtais pas de repousser en fait, et bien maintenant je les ai vécus. Et alors j'en ai toujours des rêves, hein, mais j'essaie vraiment de les vivre maintenant, parce qu'en fait j'ai pu être confronté à la mort assez souvent. J'ai moi-même pu passer très très près de la mort à de nombreuses reprises. Et je sais que ça va très vite en fait. Et donc, si je peux vous dire un truc, pour qu'on reste sur une note positive, c'est allez-y, osez, faites-le, vous en êtes capable, arrêtez d'écouter ceux qui vous disent que vous en êtes pas capable. Foncez. Allez, on y va. Merci beaucoup Anthony pour nous avoir fait voyager autour du monde le temps d'un instant et de nous avoir livré ta vision engagée du voyage que je suis sûre inspirera beaucoup de personnes. Merci également à tous nos auditeurs derrière vos écrans pour votre écoute si fidèle. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de vous dépasser dans vos aventures et de tenter le voyage grâce à des modes de transport alternatifs, mais aussi peut-être qu'il vous aura donné la force de réaliser ce rêve. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le blog d'Anthony, frenchaventureur.com, où vous pourrez retrouver ses récits de voyage, plein d'astuces, mais aussi des stages de survie pour vous préparer à partir à l'aventure. Et toujours pour approfondir cette thématique de South-tourisme, pour voyager au rythme de la nature, rendez-vous sur le blog Flokeo pour lire notre article intitulé « Découverte de la Pologne de l'Est à vélo, la Gwin Veloslak ». Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.